expulse. Oh, ça c'est Ça terrible. pardonne pas, oui. Non. Ça vous coupe le souffle. Ah oui, il se relèvera pas. Mais c'est terminé, terminé. L'uppercut droit au plexus. Magnifique. Salam alaikum, Matal Hwal, Azul et bonjour. Donc, on va revenir sur la rupture et les conséquences. Alors déjà, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au niveau média, ça c'est juste média, cette rupture, comme elle est largement, c'est mondial quoi, quasiment, bon en tout cas en France, Europe, monde arabe, arabes, et sûrement ailleurs. Mais enfin, cette rupture, elle est commentée dans tous les journaux. Et là où l'Algérie gagne énormément, c'est que malgré les points de vue, les interprétations des journaux français, etc., le fond, c'est qu'ils exposent le point de vue de l'Algérie. Donc mondialement, l'Algérie dénonce le Maroc, tout simplement, et tout le monde le sait maintenant. Et ça, c'est pas une victoire négligeable du tout dans cette étape. Alors on va continuer maintenant. Je vais vous parler un petit peu de la première rupture des relations qui a eu lieu, c'était en 76. 76, puisque l'Algérie avait reconnu la création de la République arabe sahraoui démocratique. Donc le Maroc, là, c'est pas en suivant tous les protocoles, c'est-à-dire demande d'explication, rappel de l'ambassadeur pour arriver à une rupture, donc là, tout le process diplomatique que tous les pays du monde doivent respecter normalement. Non, il avait coupé brutalement. Bon, pas de problème. Alors, suite à ça, les relations diplomatiques ont repris en 1988. Alors imaginez, le Maroc, c'est lui qui a coupé. Et là, on va parler donc des points, parmi les points de l'accord de reprise des relations. Tous les points, c'est l'Algérie qui les a imposés, bien sûr, au Maroc. Je vais vous les énoncer. Alors imaginez, le Maroc, quand c'est lui qui coupe, il revient en quelque sorte, comme la queue entre les jambes, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêts économiques, etc., hein, bien sûr. Il revient la queue entre les jambes. Alors imaginez cette fois-ci comment ça va se passer le jour où il y aura accord de nouveau entre les deux pays. Alors parmi ces points, il y avait 4 points. Aucun n'a été respecté par le Maroc après, bien sûr. Hein. Alors, le numéro 1, c'était la volonté de promouvoir entre les deux peuples algériens et marocains des relations permanentes de paix, de bon voisinage et de coopération. Ça, c'est en 1988. 1994, le Maroc rétablit les visas contre les Algériens. Tous ceux qui étaient sur place à ce moment-là, moi j'avais un ami qui était en vacances là-bas, tous les jours il devait aller pointer au commissariat, etc. On connaît l'histoire. Donc, des relations permanentes de paix, de bon voisinage et de coopération, ça n'a pas été respecté 6 ans après. Deuxième chose, alors le deuxième point, le Maroc devait apporter une contribution efficace à l'accélération de l'édification du Grand Maghreb arabe. Donc le Maroc et l'Algérie, hein, bien sûr, parce que c'était un accord entre les deux pays. 1995, le Maroc gèle sa participation à l'UMA. Encore un point non respecté. Et après, on va y revenir en détail là-dessus. Troisième point, une contribution au resserrement des rangs arabes autour de la cause sacrée du peuple palestinien au vu de la satisfaction de ses droits nationaux. Bon, bah là, il n'y a pas photo, on sait bien que le Merzen n'a jamais rien fait pour le peuple palestinien, en vérité. Et la preuve, hein,
le point d'orgue, donc c'est Israël qui deviennent leur allié. Donc, no comment. Donc encore un point non respecté. Autre point, ainsi qu'une solution juste et définitive au conflit du Sahara occidental à travers un référendum d'autodétermination régulier et libre. Alors pour ça, en 91, le Maroc a accepté le référendum. Hein, je n'ai pas besoin d'y revenir non plus, vous tapez sur Internet, c'était officiellement accepté à l'ONU et tout, il s'est engagé. Voilà, donc c'est le seul point qu'il avait respecté, de 88 à 91, mais qu'ensuite il n'a pas appliqué. Voilà. Donc aucun des points n'a jamais été appliqué. Voilà. Mais ça, pas de problème. Alors imaginez, donc quand c'est lui qui iront les relations diplomatiques, on s'accorde sur ces choses-là. Imaginez quand c'est l'Algérie qui a rompu, sur quoi on va s'accorder quand il va revenir. Alors, on va continuer. Ah oui, je voulais revenir d'abord... excusez-moi. Hop. Là, j'étais... oui, bon, je fais une parenthèse sur le Sahara occidental. Le problème, un des problèmes, à mes yeux, un des problèmes, c'est ça, c'est en vue, la fameuse phrase des Nations Unies qui dit les résolutions, c'est en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple sahraoui, du peuple du Sahara occidental, pardon. Mutuellement acceptable, ça n'est pas possible. L'ONU doit changer cette phrase. Parce que c'est pas... jusqu'à maintenant, les résolutions, elles ne sont pas contraignantes. Donc le Maroc, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. La preuve. Tant que la résolution, elle n'est pas contraignante, donc qui oblige le Maroc à organiser... à accepter l'organisation de l'autodétermination du peuple sahraoui, du peuple occidental, il pourra continuer à faire ce qu'il veut avec ses appuis israéliens, français, etc. Toutefois, la phrase là, de la résolution, elle devrait être changée et ça devrait être contraignant. Donc pour obliger donc les deux parties, que ce soit les Sahraouis à respecter les résultats, ou bien le Maroc à l'obliger à organiser, à laisser organiser ce référendum. Mais je pense que là, ça va avancer. Je pense que là, ça va avancer et ça sera le coup de grâce. Le coup de grâce. Là, il est KO, un petit peu debout encore. C'est pour ça que j'ai titré la vidéo KO debout. Mais il arrivera le coup de grâce si le Maroc continue, et il continuera. Enfin, c'est pas le Maroc, c'est le Merzen, surtout. C'est le Merzen, c'est les dirigeants. Bref. Alors, pourquoi le Maroc est KO debout pour l'instant? Donc, je vais regarder. Il y a un article, c'est RFI pro-Maroc, chaîne française de radio, donc pro-Maroc, pas de problème. Écoutez ce qu'ils disent. Ils ont interviewé un spécialiste, un expert en énergie. Alors d'abord, que dit RFI? Elle dit l'Algérie a annoncé qu'elle pourrait se passer du gazoduc Maghreb-Europe. C'est vrai que l'Algérie essaie diplomatiquement tout ça comment faire, mais elle n'a pas dit tout de suite on coupe tout et tout, puisque le contrat il est encore en cours. Mais ça veut dire la même chose. Alors, cette infrastructure est extrêmement importante pour l'économie marocaine. Elle relie l'Algérie à l'Europe en passant par le Maroc depuis 1996. Avec une capacité de 13 milliards de mètres cubes, le gazoduc Nanani achemine tout d'abord du gaz afin d'alimenter la production d'électricité marocaine.
Pour le Maroc, le gaz algérien est essentiel. Il permet au royaume d'alimenter ses centrales et de produire 17% de son électricité. Il permet aussi aux autorités de remplir les caisses en touchant des taxes liées au transit vers l'Espagne. Après la diplomatie, Alger s'attaque donc au nerf de la guerre, des sources énergétiques. Voilà, donc les journaux marocains, tout ça, ils fanfaronnent, mais l'Algérie déjà ne pourra pas exporter son gaz puisque son mètre gaz il fait que 8 milliards, blabli, et puis même on s'en fiche, bon, hein, non, c'est pas vrai, c'est extrêmement important pour l'économie marocaine. Alors, l'expert, que nous dit-il ? Fermer les vannes au Maroc serait un coup dur pour le royaume de la part de l'Algérie. Un coup dur pour le royaume de la part de l'Algérie. C'est RFI qui le dit donc via cet expert. Les Algériens prétendent qu'ils vont pouvoir maintenir l'approvisionnement gazier de l'Espagne sans passer par le Maroc dorénavant. Donc c'est oui. Et c'est là tout l'enjeu du bras de fer entre les deux pays, Algérie-Maroc. Donc, on joue sur des registres stratégiques très clairement conclus. Philippe Sébil Lopez. Depuis le début de la crise, Rabat a toujours fait profil bas sur cette question du gaz et affirmé encore récemment souhaiter la prolongation du contrat gazier avec l'Algérie. Et que dit-il à la fin ? Je pense qu'on est au-delà du bluff et qu'on est réellement dans des jeux de pouvoir entre l'Algérie et le Maroc. Analyse le directeur de Géopolia, Philippe Sébil Lopez, spécialiste des enjeux pétroliers et gaziers. Voilà, donc le Maroc qui fait semblant que c'est pas grave, non seulement la rupture, mais c'est grave pour lui. Et ajouter à ça le chaos du pipeline de gaz, du gazoduc, là, il est dans Dobodra pour le moment. Voilà. Donc bon, on passe sur cette question uppercut, très claire de l'Algérie et très fort. Alors on va revenir à l'UMA. Il s'était engagé dans les accords de 88 à promouvoir l'UMA. Mais je fais un petit rappel, le Maroc n'a ratifié que 8 des 37 accords et traités de l'UMA. 8 sur 37. L'Algérie, elle en a ratifié 29, la Tunisie 28, la Libye 27, la Mauritanie 25. Et en plus de ça, en violation de l'accord de 1989, qu'il y a eu suite aux accords entre l'Algérie en 88, donc en 89 il y a eu des accords dans l'UMA et tout, avec tous les pays, le Maroc les a violés et a pris l'initiative de geler les activités de l'UMA en décembre 95. Alors en ce moment, tout le monde dit oui, vous voyez, ils font la rupture, c'est pas bien pour l'UMA, l'UMA, mais qui bloque l'UMA, qui n'a pas ratifié les accords de l'UMA, c'est le Maroc. Donc bon, on s'en fiche. Moi, je les regarde même pas, les journaux français, tout ça, parce que... Bref, c'est pas grave. Alors là, je vais vous laisser, pour finir, c'est un extrait d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous tapez Radio M, vous allez voir une petite série de vidéos. Là, c'est un passage où justement, eux, c'est des humanistes convaincus, des marzanistes convaincus aussi, ça c'est clair. J'ai fait toute une vidéo sur une émission qu'ils avaient fait. Mais là, je vous laisse un extrait en vous expliquant pourquoi l'UMA, ça n'est pas possible dans les conditions actuelles. Voilà. Regardez-la, elle est intéressante pour ceux qui la connaissent pas. Il y en a d'autres qui l'ont vue, donc revoyez-la si vous voulez. Ça, elle est très actuelle avec ce qui se passe maintenant. Voilà. Allez, Maslama, à bientôt. Je vous laisse avec la vidéo.
Mais alors bon, il y avait une solution, c'est l'UMA, et bien entendu, ça renvoie à la question plus fondamentale. L'enjeu, c'est le Maghreb, parce qu'on voit bien que cette affaire a interdit l'intégration maghrébine. Et nous sommes aujourd'hui dans une reconfiguration complète sur un plan géopolitique, y compris du monde arabe, qui fait qu'aujourd'hui, le Maghreb, c'est notre horizon stratégique. Et cette affaire, il faut la régler à l'intérieur du Maghreb, tout comme elle avait été initiée au sein de l'UMA. Il faut reprendre. Merci de me tendre. Voilà, là, donc on continue à avancer dans leur pensée, comment elles se précisent petit à petit par des petits détails comme ça. Donc, union du Maghreb. Bien sûr, moi je suis même pour l'union du monde entier. Franchement, que on puisse aller les uns chez les autres tranquillement, que nos gouvernements s'entendent, etc., et qu'il y ait des accords économiques et tout ça, que c'est clair. C'est clair, la Terre, on doit la partager, ça c'est clair et net. Mais, en dehors de ces petites considérations de bisounours, parlons-en de l'Union du Maghreb. Donc il y a l'Union européenne, par exemple, prenons l'Union européenne, pourquoi ils réussissent? La base de tout, ça n'est pas une histoire d'économie. Prenons la CEDEAO. Mais on va commencer par l'Union européenne. L'Union européenne, pourquoi elle tient? C'est parce que ils sont tous, à la base, c'est géopolitiquement, ils sont tous sur la même ligne. Ils sont tous pour l'OTAN, tous pour ils ont tous la même ligne géopolitique. Ça, c'est la base de tout. Comment tu veux faire sinon? Tu prends la CEDEAO africaine, qui est une union économique. Ils sont tous pro-France. Et même s'il y en a un qui essaie de relever la tête, on lui remet la tête sous l'eau, on lui fait un petit coup d'état ou quoi, mais ils restent tous dans l'alliance géopolitique avant l'alliance économique. Tu ne peux pas faire. Donc, faire une alliance, faire l'union du Maghreb dans l'État, ça n'est pas possible. Et ça n'a jamais été possible, c'est pas à cause... Eux, ils disent que c'est le Sahara occidental le problème, puisque comme il y a le problème du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc, on ne peut pas faire d'union du Maghreb. Donc, il faut régler le problème du Sahara occidental pour faire l'union du Maghreb. Et c'est l'union du Maghreb qui réglera le problème du Sahara occidental. Mais non, le problème numéro 1, c'est que comment tu veux être uni à long terme avec un pays qui ne partage rien avec toi sur les questions internationales. En cas de guerre, comment on fait? L'autre, il est avec Israël, il est avec les États-Unis, il est avec l'OTAN, et toi, tu es contre. C'est impossible. Et on ne peut pas faire d'union du Maghreb tant qu'il n'y a pas d'union géopolitique. Il faudrait que ou bien l'Algérie change ou que le Maroc change de camp. C'est impossible. Donc leur solution, elle est complètement bidon, à moins que, bien sûr, veuillent changer de camp géopolitique. Ça, oui, dans ce cas-là, ils sont tout à fait cohérents. Donc on en vient, donc quand ils évoquent l'union du Maghreb, ils évoquent aussi l'histoire de l'ouverture des frontières, etc. Petit à petit, toujours dans le sens, vous imaginez si ces gens-là ils sont au pouvoir, mais bon, si démocratiquement ils y arrivent, bah, tant pis pour ceux qui n'auront pas voté pour eux, hein, tout simplement. Mais je vais vous redonner aussi un petit exemple pour continuer. L'UNASUR, alors c'était l'union des États d'Amérique du Sud qui s'étaient unis en 2008 sous l'impulsion du Venezuela, Chavez et tout. Tous les pays s'étaient unis pour avancer ensemble faire contrepoids aux États-Unis. Et c'était pas le Mercosur qui est juste économique, là ça n'a rien à voir, là c'est l'UNASUR qui était une alliance économique de développement et aussi politique, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de gouvernements qui étaient dans le même camp, c'est-à-dire plutôt à gauche, plutôt anti-impérialiste et tout ça. Mais depuis,
les choses ont beaucoup évolué. La droite sud-américaine, pro-américaine et pro-États-Unis est revenue au pouvoir dans plein de pays, que ce soit au Chili, que ce soit au Pérou, que ce soit au Brésil, que ce soit Équateur, etc., etc. Elle est revenue au pouvoir et ils sont réunis et puis ils ont fait éclater cette fameuse union du Maghreb qui voudrait l'UNASUR pour les Américains du Sud. Donc ça prouve bien c'est vraiment totalement impossible d'avoir une union du Maghreb tant que les pouvoirs en place qui sont dans les différents pays, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Sahara occidentale, Inch'Allah, et Mauritanie, donc c'est ça, ne sont pas un minimum sur la même longueur d'onde sur les questions internationales. Donc c'est impossible, ça bloque tout. On n'aurait pas eu le problème libyen si on avait eu si on avait eu l'UMA aujourd'hui opérationnel. Vous voyez les conséquences catastrophiques du non-Maghreb. Non, c'est Kadhafi est un dictateur qui dans tous les cas, le peuple libyen voulait s'en débarrasser. Ben voilà, la démonstration. Donc la Libye, si on n'avait pas eu l'UMA, il n'y aurait pas eu le problème de la Libye. Ben si, l'UMA aurait explosé, puisque le Maroc a attaqué la Libye, a soutenu la guerre contre la Libye, et l'Algérie ne l'a pas fait, ne l'aurait pas fait. Donc ça aurait été l'union du Maghreb, Zama, n'aurait pas tenu la route. C'est bien la preuve que si t'es pas ensemble en géopolitique, tu peux pas ouvrir tes frontières à tout vent et avoir des accords de libre-échange et tout ça avec quelqu'un qui est contre toi en cas de problème.